Bonjour à tous, je suis ravi, vous le savez, comme chaque semaine, de vous retrouver à ce micro. Et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier, vous les abonnés, les fidèles de fidèles. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine et vraiment, encore une fois, je vous en remercie. D'après moi, le cerveau d'une personne est plus important que son physique. Les autres ont une certaine vision de qui je suis. Je serais une sorte de chose stupide. Mais pour être honnête, je n'avais même pas conscience d'être belle pour commencer. Ma mère voulait un garçon, elle avait même pensé au prénom Georges. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu et elle n'était pas très enjouée par la situation. Peut-être suis-je venu d'une autre planète, qui sait. Mais quoi qu'il en soit, les inventions sont faciles et plaisantes pour moi. C'était la retranscription d'une interview pour le magazine Forbes en 1990. Cette interview a été donnée par Hedy Lamarr. Elle évoque là le contraste déconcertant entre son personnage de plus belle femme du monde et sa passion pour les inventions. Du début à la fin de sa vie, la vie de la star hollywoodienne des années 40 a été extraordinaire. Vraiment, dans tout ce que ce mot a d'importance pour moi, extraordinaire, au-delà de l'ordinaire. Elle a toujours été là où on ne l'attendait pas. Et tandis qu'elle crève l'écran dans un film sulfureux, vraiment on peut le dire, au tout début de sa carrière, elle se prend de passion pour les inventions de guerre et les technologies de radiofréquence. Celle qu'Hollywood avait consacrée, je mets entre guillemets, plus belle femme du monde, était finalement tout sauf une ravissante idiote. Hedy Lamarr, inventeur de génie, c'est forcément la nouvelle émission Timeline. Timeline, Richard Fremder. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'archiduc Franz Ferdinand d'Autriche est assassiné. Vous le savez, vous connaissez certainement cet événement qui est celui qui déclenche la Première Guerre mondiale. C'est dans cette Europe, on peut le dire bouleversée, que naît celle qui va révolutionner la technologie, tout simplement, des communications radio. Elle est née un dimanche. On est le 9 novembre 1914 à Vienne. À peine quelques mois après les premiers bombardements, la petite Hedwig Kissler s'épanouit et vit une enfance heureuse, entourée d'une famille aimante, malgré la menace ambiante, malgré le fait que sa mère attendait un garçon, voulait un garçon, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Dès sa plus tendre enfance, tout finalement semble déjà lui réussir, et tandis que les combats font rage, Hedwig jouit d'une éducation riche, animée par les arts et la culture du début du siècle. Alors que les nuages menaçants de la guerre se profilent à l'horizon, la musique, le théâtre, les arts, la vie de Vienne, et tout ça assure sa sécurité financière. En 1914, à Vienne, la vie est belle. Quoi qu'on en pense, l'Autriche est le cœur de l'Europe. La ville est renommée depuis des siècles pour ses musées, son théâtre, son opéra, son architecture. Un an avant la guerre, le New York Times lui consacrait une page entière intitulée « La ville la plus joyeuse d'Europe ». On ne parle pas de Paris, mais on parle bien de Vienne. Hedwig ne manque de rien dans cette famille. À ce sujet, sa mère Gertrude a déclaré au magazine Silver Screen, on est en 1942 à ce moment-là, elle a toujours eu tout ce qu'elle voulait. Elle n'a jamais eu à demander quoi que ce soit. Il y avait d'abord son père qui bien sûr l'adorait et était très fier d'elle. Il lui a donné tout le confort, de jolis vêtements, une belle maison, des fêtes, des bonnes écoles. Nous avions une belle vie ensemble. Et comme il est de coutume dans la société européenne de l'époque, Gertrude prépare sa fille au mariage, et même bien avant qu'Hedwig ait commencé l'école. Elle l'inscrit à des cours de ballet, de piano, ce qui fait naître un amour de la musique, qu'Hedy va garder toute sa vie. Une gouvernante également est chargée de lui apprendre l'allemand, le français et l'italien. Bref, elle est élevée, elle est éduquée dans le but d'être une bonne épouse, comme on l'était à l'époque dans les bonnes familles. Enfant unique, elle vit entourée d'adultes, femmes de chambre, cuisinières, infirmières, sans compter les nombreux invités et les amis de ses parents. Tous lui tenaient compagnie lorsque ses parents sortaient le soir pour voir des représentations à l'opéra, au théâtre et profiter de la vie nocturne à Vienne. Nombreux alors sont les artistes, les musiciens, les écrivains, les scientifiques, les philosophes importants du début du XXe siècle qui vont s'installer dans la capitale autrichienne, Klimt, Schiele, entre autres. La vie culturelle joue un rôle si important dans la vie publique viennoise, ce qui était loin d'être possible dans aucune ville d'Europe à l'époque, que tout ça prend une importance considérable pour la petite. C'est l'endroit rêvé pour Hedwig, qui rêve depuis toujours de devenir une star de cinéma. Voilà ce qu'elle dit. Elle donne une interview au Gladys Hall en 1941.
J'avais une petite scène sous le bureau de mon père où je rejouais des contes de fées. Quand quelqu'un entrait dans la pièce, cette personne se disait que j'étais tout le temps dans la lune. Je me parlais tout le temps à moi-même. Une envie de performer, sans aucun doute exacerbée par son cadre de vie viennois. J'ai copié ma mère, j'ai copié sa façon de marcher et de parler, ses manières, son expression faciale. J'ai copié les invités qui sont venus chez nous, les gens que j'ai vus dans la rue, j'ai copié les domestiques. J'étais un véritable mime. Elle raconte dans une interview un de ses plus beaux souvenirs d'enfance. En gage de bonne conduite, sa mère lui avait promis un merveilleux cadeau, une visite au théâtre. Et voilà ce qu'elle dit. J'ai vu une pièce de théâtre pour la première fois. J'étais ravie et sans voix. Je ne me souviens pas de la pièce, de son titre ou de quoi que ce soit, mais je n'ai jamais oublié la première impression générale. La comédie n'est pas non plus le seul talent de la petite Kissler. Son esprit vif, sa créativité lui donne aussi les moyens de comprendre et de conceptualiser tout un tas de petites inventions. Déjà à l'âge de 5 ans, elle parvient à démonter puis rassembler le mécanisme d'une petite boîte à musique, ce qui n'est pas rien quand vous savez à quoi ressemble une boîte à musique de cette époque-là. Son père, Émile, montre un vif intérêt pour la technologie déjà. Et souvent, le père et la fille profitent des beaux jours pour se promener en ville. Et au cours de ces balades, eh bien, ils s'amusent à expliquer à Hedwig comment fonctionne un tramway, une centrale électrique, semant les premiers germes de sa curiosité. Beaucoup d'enfants diraient « il me fatigue ». Elle, non, au contraire, c'est une éponge. L'enthousiasme de son père pour la technologie lie son intérêt pour les inventions à des souvenirs précieux avec ce fameux père. Tout y est donc pour offrir un futur prometteur à la jeune Hedwig Kissler. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus, elle est d'une extrême beauté. Comprenant que leur fille possède une beauté surprenante, même à son jeune âge, les Kissler prennent l'habitude de ne pas la flatter, surtout pour l'encourager à garder les pieds sur terre. La beauté n'est pas tout, bien entendu, dirait son père, dirait n'importe quel père, la beauté n'est pas tout, il y a aussi la beauté intérieure, bien sûr. Malgré tout, son père avait pour habitude de la surnommer affectueusement Princesse Hedy. Le surnom Hedy lui est resté. Au fil des années, le rêve d'Hedy de devenir actrice ne s'est pas effacé, bien au contraire, mais elle doit faire face à un obstacle de taille qui existe encore aujourd'hui chez pas mal de gens, ses parents. Gertrude et Emil Kissler s'opposent fermement à ce choix de carrière et l'inscrivent à l'Académie de Döbling à Vienne. La consigne donnée au professeur de la jeune fille, c'est la sévérité et la fermeté. Mais il en faut plus à Hedy pour la détourner de son objectif. Sur le chemin de l'école, elle voit quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. J'ai fait une longue promenade et je suis passé devant une belle villa. Ce jour-là, on tournait des films et je suis resté là à les regarder. Les gens portaient de belles perruques blanches et des costumes d'époque. Je ne pouvais pas détourner mes yeux. Et alors, au mépris de ses parents, elle se décide à quitter l'école à 16 ans pour devenir actrice professionnelle. La tâche n'est pas simple, il ne suffit pas de savoir jouer la comédie pour devenir une actrice reconnue. Il faut avant tout se faire une place dans le monde très exclusif du théâtre. Et bien que les Kissler soient connus à Vienne, ils ne fréquentent pas du tout des personnalités de ce milieu-là et elle doit se débrouiller toute seule. En arpentant les rues, elle finit par tomber sur un studio de cinéma, Sacha Film, le plus grand studio cinéma de la ville. Voilà ce qu'elle dit. Je savais que le studio employait des scénaristes. Je n'avais aucune idée de ce que les scénaristes étaient censés faire, mais je savais qu'elles étaient tout le temps sur le plateau, à regarder les acteurs travailler. Et ça me suffisait. Elle entre donc dans le studio sans sourciller, elle se présente, elle réclame du travail, elle a vraiment peur de rien. C'est une première tentative plutôt osée, vous allez dire, mais ça s'avère être un succès puisqu'elle repart avec une place de scénariste en poche, mais elle n'a aucune compétence pour ce travail et encore une fois, elle ne sait même pas ce que c'est. Elle a certainement été prise pour sa beauté, plus que pour son savoir-faire. C'est sûr que ça aide, c'est toujours plus facile. Ça n'arrête pas pour autant et elle saisit sa chance avec fierté et sérieux. À la fin de la journée, Hedy rentre chez elle et elle explique à ses parents qu'elle continuerait à travailler au studio de cinéma. Eh oui, imaginez la tête des parents, c'est d'abord difficile à convaincre parce que ça signifie donc abandonner l'école. Ils finissent quand même par accepter l'engouement et l'implication de leur fille ont eu raison de leur volonté. Alors ils l'encouragent à étudier comme toujours. Si tu veux faire quelque chose, sois la meilleure. À étudier méticuleusement son nouveau métier et elle comprend qu'elle devra prendre sa carrière au sérieux pour pas les décevoir. Une sage décision qui va changer sa vie. Alors qu'elle apprend
assidûment les missions de scénariste, elle profite de son accès privilégié au studio pour tenter de s'approcher encore plus près de son but. Le film alors en production est Geld auf der Straße, donc l'argent dans les rues. Il y a un petit rôle à pourvoir, celui d'une fille dans une boîte de nuit, sans hésiter. Elle postule pour figurer dans le film, et c'est comme ça que commence sa carrière d'actrice. Tout se passe merveilleusement bien pour Eddie qui fait ses premiers pas dans le monde du cinéma. Les réalisateurs, les producteurs voient le potentiel de cette nouvelle comédienne viennoise. Quant à Eddie, elle voit toutes ces nouvelles opportunités qui s'offrent à elle. Berlin devient d'ailleurs la prochaine étape de son périple d'actrice. La capitale allemande est alors le centre du cinéma. Avec l'aide du réalisateur avec qui elle a précédemment travaillé, elle fait une demande pour intégrer le Deutsches Theater de Berlin où elle espère se produire. Elle est déterminée à étudier l'art dramatique avec le déjà légendaire metteur en scène Max Reinhardt dans son école berlinoise. Bonne nouvelle, encore une fois, elle est acceptée et ses parents acceptent de financer ses études. Imaginez la petite Eddie, elle est aux anges. Elle arrive à Berlin à l'automne 1931 dans le seul but de pénétrer dans le théâtre et elle se rend vite compte que finalement c'est pas aussi simple qu'elle le pensait. Il faut faire ses preuves dans ce monde extrêmement compétitif. Elle est loin d'être la seule jeune fille à vouloir jouer aux côtés de Reinhardt. Mais comme toujours, l'implication d'Eddie est récompensée. Le travail est récompensé. Impressionnés par son acharnement, ces deux professeurs l'intègrent dans la pièce que Reinhardt s'apprêtait à monter, une satire sociale du dramaturge français Édouard Bourdet, Le sexe faible. Après quelques représentations de la pièce à Berlin, Eddie quitte l'Allemagne pour retrouver sa ville natale où elle joue dans la nouvelle mise en scène de la pièce. Elle est accueillie chaleureusement par sa famille et la pièce est un succès. Elle est en pleine ascension, notre Eddie. C'est une star en devenir, à qui tout est en train de sourire. Pourtant, elle choisit contre toute attente de quitter Vienne et de laisser derrière elle son rôle dans la pièce à succès pour partir à Prague. Et oui, elle était tombée amoureuse et elle décide de suivre son cœur. Son amourette précipitée va finir assez tragiquement pour l'amant, qui ne dévie pas Eddie de sa voix d'actrice. Enfin, par quelques instants, après des fiançailles annulées, la mort de son soupirant, je ne reviens pas dans les détails, elle retrouve vite le monde du cinéma et se plonge dans le travail pour mettre derrière elle tout ce désastre sentimental. Et sur place, on lui propose un rôle de premier plan. Le nouveau scénario qui lui était offert ne contenait que 5 pages de dialogue. Pourtant, ce film va bouleverser sa carrière à tout jamais. Le réalisateur tchèque Gustav Bachati découvre Eddie à Berlin et lui propose donc le rôle principal de son prochain film, Une histoire d'amour. Ce film s'appelle Extase. Alors en fait, Eddie n'était pas la première actrice à être envisagée pour le rôle d'Eva. D'abord, c'est la star mexicaine Lupita Tovar, qui avait joué en 1931 dans la version espagnole de Dracula, qui avait déjà reçu une proposition pour le rôle, mais une proposition qu'elle refuse en lisant les conditions de tournage. Aux yeux d'Eddie, c'est une opportunité incroyable qu'elle ne peut refuser. C'est avec joie donc qu'elle accepte de jouer son premier rôle principal au cinéma. Elle a à peine 17 ans. Le film est tourné à l'été 1932. Il va définir l'image d'Eddie jusqu'à la fin de ses jours. L'histoire d'amour n'est pas vraiment celle à laquelle on pouvait s'attendre. Elle incarne à l'écran la jeune Eva, fraîchement mariée à un homme plus vieux qui ne la chérit pas. Elle se sent délaissée, elle s'éloigne de lui, elle profite seule de son temps libre et un matin, elle s'arrête pour nager dans un étang boisé. Se sachant seule, se croyant seule, elle se dénude et laisse sa robe sur le dos de sa jument. Et là, coup de théâtre, la jument s'enfuit, attirée par un étalon dans le pâturage voisin. C'est une mise en abîme, puisque Adam, un beau jeune homme travaillant par hasard dans le coin, se met à la recherche de la cavalière qu'il retrouve cachée, nue derrière un buisson.
Sans grande surprise, les deux finissent par tomber dans les bras l'un de l'autre, aux grandes dames du mari, bien sûr, qui finit par se suicider en apprenant la tromperie de sa femme. Une belle histoire d'amour, en somme. Si le scénario, qui ne tenait que sur 5 bonnes pages, n'a pas révolutionné le 7e art, j'en conviens, c'est bien sa réalisation et surtout une série de plans au cadre plus qu'audacieux pour l'époque. Dans le film, on voit un aperçu des seins d'Eva alors qu'elle nage nue. Un long plan de sa course nue à travers les bois et un gros plan de son visage pendant la nuit de l'amour du couple. Il s'agit en réalité de la première scène d'orgasme du cinéma d'auteur. De quoi faire parler, vous imaginez bien. Il y avait déjà des films X à cette époque-là, même en 1932, mais là on parle d'un film normal, donc c'est la première scène filmée d'orgasme. Imaginez, même aujourd'hui encore, ça fait parler. Même aujourd'hui, vous feriez un film et on parlerait quand Harry rencontre Sally, la scène de l'orgasme, tout le monde la connaît. Imaginez, on est en 1932, ce que ça fait à l'époque. Et en raison de son érotisme assuré, écrit avec un dialogue très limité, de sa photographie dramatique, eh bien, Extase a profondément marqué l'histoire du cinéma tchèque. D'abord, sorti en salle à Prague en janvier 1933, la réception est encore assez pondérée, mais un mois plus tard, sa première à Vienne va exalter le public et la critique. Plus de 70 000 billets sont vendus au cours des 2 premières semaines de projection. Il faut imaginer ça, un film tchèque. Eddie a préparé ses parents forcément à l'expérience en les avertissant que le film était un film artistique, si vous voyez ce que je veux dire, mais rien ne les a avertis à voir leur fille nue et simulant des relations sexuelles sur grand écran. Dans une interview, elle se rappelle la scène, voilà ce qu'elle dit. « Je voulais fuir et me cacher. Mon père a résolu la situation, il s'est simplement levé et a dit d'un ton sinistre « Nous nous en allons ». J'ai rassemblé mes affaires d'un seul coup. Ma mère était en colère. En 1934, Extase est inscrit au second festival du film de Venise. Le film a été projeté en plein air, à la tombée de la nuit. Les spectateurs, assis dans le jardin de l'hôtel Excelsior, sont enchantés évidemment du spectacle. Ils saluent la fin par une ovation et des cris d'acclamation. C'est la plus longue série d'applaudissements pour accueillir n'importe quel film au festival. Il faut imaginer ça. Le lendemain au Lido, on ne parlait plus que de ce film. Du jour au lendemain, l'Autrichienne inconnue du grand public, Hedwig Kissler, est devenue une diva mondialement connue. Plus tard, dans une interview pour la télévision américaine, elle ne dira pas avoir été consciente d'avoir été filmée nue, ni de la grande sensualité de la scène. Voilà ce qu'elle dit. Elle répond à l'animateur qui lui demande « Il y a quelques années, vous avez joué dans le film Extase ». Elle répond « Je ne savais pas qu'il filmerait de cette manière, je n'étais qu'une enfant. » Cette scène n'était pas supposée apparaître dans le film ? Non, je ne crois pas. C'était pas mentionné dans le script. Mais beaucoup de choses n'y sont pas, vous savez. Ça veut tout dire et c'est vrai que c'est souvent le cas. On apprend des choses comme ça. Le succès et la notoriété d'Extase ouvrent de nombreuses portes à la jeune star, notamment forcément à Hollywood. Mais Eddie en avait déjà décidé autrement. À la suite de rumeurs avec la Paramount, elle déclare « Je ne veux pas devenir esclave du cinéma, je veux tourner quand j'en ai envie et faire une pause quand je n'en ai pas envie. » Après avoir tourné Extase, elle retourne à Vienne et fête son 18e anniversaire. Elle est jeune. L'industrie cinématographique allemande tombe de plus en plus sous le contrôle nazi. J'ai fait une émission sur le cinéma nazi. Une brève opportunité s'ouvre au studio viennois à ce moment-là, mais pendant le long hiver de 1932, en réalité, rien n'a été filmé. Début 1933, elle est lassée de sa longue pause, elle cherche activement de nouveaux rôles et un réalisateur lui propose un de ses rôles dans un film sur l'histoire d'amour entre Franz Schubert et la comtesse Esterhazy. Mais elle est remplacée au dernier moment par une chanteuse d'opéra. Déception, elle baisse pas les bras, elle continue sa quête de rôle. À l'automne 1932, la mise en scène prochaine d'une pièce sur Sissi impératrice au théâtre de Vienne fait l'objet de toutes les discussions dans le monde vaste du théâtre viennois. Jouer le premier rôle, en particulier celui de Sissi, vous imaginez un peu, surtout à cette époque-là, c'est le rêve de toute jeune star viennoise, et Eddie en rêve, mais c'est une autre actrice qui obtient le rôle. Rien ne le dit explicitement, mais certainement que Extase n'y est pas pour rien. La déception est immense pour Eddie. Mais contre toute attente, après 2 mois de représentation, l'actrice principale brise son contrat et quitte la scène. C'est le moment ou jamais pour Eddie de remporter ce rôle et elle y parvient.
Et sa performance a été accueillie avec enthousiasme. Elle est merveilleuse, tendre et vraiment séduisante. Et elle joue avec beaucoup de charme, tout simplement sans affectation, parlant et chantant avec la voix haute d'un enfant. Bref, une délicieuse Sissi sans la célébrité et la pompe d'une sophistiquée, mais avec des tons faciles et enfantins, peut-on lire à son sujet. Jouer Sissi, confirme Eddie comme une star montante du cinéma et du théâtre viennois, c'est quand même le rêve. Si son casting a fini de construire la réputation de la jeune Eddie Kissler, il y a aussi un autre résultat, un résultat plus sinistre. Grâce à sa nouvelle renommée, elle fait des rencontres, et elle fait notamment la rencontre d'un certain Fritz Mandl, le cousin du réalisateur Joe May. La famille Mandl, juive, originaire de Hongrie, comme les Kissler d'ailleurs, ils sont riches, socialement bien installés. Mandl va devenir l'un des hommes d'affaires les plus prospères de sa génération, mais pour une raison assez, c'est même plus obscur. Il est le roi des munitions d'Autriche, le marchand de la mort, si vous voulez. L'entreprise de munitions de la famille a prospéré évidemment pendant la Première Guerre mondiale. En plus des conditions sinistres de sa richesse, ses intérêts politiques sont plutôt ceux d'extrême droite et le font côtoyer des personnalités politiques comme Mussolini. Pour l'ensemble de la classe ouvrière autrichienne, cet homme, c'est la personnification du fascisme, le capitaliste par excellence qui a armé la Heimwehr pour contenir les ouvriers. Et comme il convient à un homme avec des ambitions sociales de cette époque et quelqu'un avec une fortune considérable, eh bien il faut un trophée à son bras. Une femme, trophée, est impérative. Il est connu en plus pour sa misogynie. Ses précédents mariages se sont soldés par une poursuite en justice pour violence conjugale. À l'époque, imaginez, faut déjà y aller. Et le second par le suicide de sa femme. Imaginez un peu que Eddie n'allait pas être épargné. Tout au long de l'année 1933, Mandl poursuit Eddie avec insistance. Une nuit même, après une représentation au théâtre, il s'infiltre dans les coulisses, il lui remet sa carte, il fait même appel aux parents d'Eddie, qui d'ailleurs sont conquis, pour l'appuyer dans ses projets de mariage. En mai 1933, le nouveau couple fait de grandes annonces. Eddie Kissler et Fritz Mandl annoncent leur fiançailles et ils déclarent que la future Madame Mandl mettrait fin à sa carrière d'actrice. Et elle déclare à la presse « Je suis tellement contente de mon engagement que je ne peux pas être triste de mon départ de la scène. Il m'a été si facile d'abandonner mes ambitions de toute une vie, de réussir au théâtre. J'étais un peu triste de devoir dire au revoir à tout ça, mais je suis vraiment optimiste pour l'avenir et je suis vraiment contente. » En mai, elle donne sa dernière représentation dans le rôle de Sissi avant de partir le lendemain pour Paris, aux côtés de Mandl. Peu après leur mariage, Mandl aurait organisé une projection privée du dernier film de sa femme, Extase. Et furieux de ce qu'il vient de voir, il tente d'acheter toutes les copies et tous les négatifs du film pour les détruire. Mais malgré lui, ce choix, en fait, a finalement accru la notoriété du film. Il semble que Machati, le réalisateur, ait été plus qu'heureux de vendre ses négatifs à Mandl, sachant qu'il y en avait suffisamment pour rendre la tâche absolument impossible. L'éradication totale de son film ne pouvait se faire comme ça. Mandl, du coup, va offrir une pub énorme à un film qu'il déteste. Il est très possessif. Il interdit toute forme de travail à Eddie, qui va finir très vite par s'ennuyer, enfermé dans son château. Ses occupations quotidiennes, finalement, se résument par des séances d'équitation et de natation. Pour tromper l'ennui, se venger aussi un petit peu de son mari, ça commence. Elle décide, sur un coup de tête par exemple, de se divertir en prenant les 16 cabinets de toilette de la maison, c'est dire la taille de la maison, et de les mettre sur la pelouse pour les peindre au soleil. Et quand on est là, c'est vraiment qu'on n'a rien d'autre à faire. Mais la principale occupation d'Eddie, c'est d'accueillir les invités de son mari et d'assister au dîner, ce qui va avoir une importance considérable pour la suite. Mandl ne l'exhibe que pour se mettre en valeur, vous l'avez compris, devant ses convives, c'est vraiment un trophée, notamment devant son ami proche, le comte Ernst Rüdiger von Starhemberg. Mandl et lui partagent beaucoup d'intérêts politiques. Von Starhemberg est d'ailleurs un proche d'Hitler, pour qui il s'est battu lors du putsch de 1923. Mandl et lui investissent d'ailleurs dans une milice privée antisémite, la Heimwehr, je dis bien antisémite, en février 1934, pour écraser la révolution socialiste de Vienne, tandis que Mandl vend des armes en plus, donc à Mussolini, à des prix très élevés pour financer le projet. Mandl, je le répète, est d'origine juive, mais ça ne l'arrête pas pour autant. Je vous renvoie donc à l'émission sur les juifs dans la collaboration. Vous voyez comme quoi tout ça existe bien.
Tout ça en est trop pour la jeune Eddie qui ne supporte plus cette vie. On est en 1936 et pendant que Mandel organise son départ d'Autriche en prévision d'une prise de contrôle allemande, Eddie planifie, elle, une toute autre escapade. En novembre, elle prend son courage à deux mains et elle fuit la villa de Mandel pour prendre le train en direction de Budapest. Elle a eu vent des possibilités de rôle au théâtre là-bas et elle a même prévu d'aller voir un ami d'enfance par la même occasion. Alors elle saute dans le train et le voyage se passe sans encombre. Elle entrevoit la liberté, enfin dégagée des griffes de son horrible mari, mais c'est le drame. Une fois le train arrivé à la gare de Budapest, Eddie découvre avec horreur que Mandel l'attend sur le quai. Dans son autobiographie, elle explique les raisons de l'échec de sa fuite. Elle avait demandé l'aide du colonel anglais Reiter. Mandel dévoile à Eddie le matériel alors d'enregistrement qu'il a installé pour espionner ses conversations. Et pire encore, il lui a avoué que Reiter était complice. Mandel renforce donc la surveillance d'Eddie qui devient littéralement sa prisonnière. Mais elle ne se laisse pas abattre. 1 an après sa première tentative de fuite, elle réitère. Mais cette fois, il lui faut beaucoup plus de préparation et d'imagination pour ne pas se faire surprendre. Et elle sait ne pouvoir faire confiance à personne. Et le plan qu'elle met au point est digne d'un film d'action. Ça mériterait une série. Elle se déguise en une de ses domestiques qu'elle a d'ailleurs embauchée pour ses qualités de sosie. Elle se prépare à fuir Mandel pour de bon. Elle explique avoir mis 3 somnifères dans le café de la servante. Elle fait sa valise, puis elle enfile son costume de bonne avec le col relevé avant de sortir en douce par l'entrée de service. Et voilà ce qu'elle dit. J'avais les clés de la voiture de Laura, la fameuse servante, et je suis arrivée au chemin de fer sans être démasquée. La plateforme était déserte quand j'ai acheté mon billet et j'ai attendu 12 minutes avant l'arrivée du train. Comme un espion novice, j'imaginais que le chef de gare me scrutait. Il y avait un téléphone près de son coude. J'ai réussi à lui tourner le dos et ma désinvolture étudiée jusqu'à ce que le train arrive et que je monte à bord était digne d'un film avec Paul Reed. Elle s'est enfuie. Elle réussit, avec quelques vêtements et un sac de bijoux. Ces bijoux sont son unique assurance. Le genre d'assurance, vous savez, qui résiste aux conséquences économiques de la guerre. Ils sont restés avec elle dans leur sac en papier à ses côtés. Elle était enfin libre. Son nouvel objectif, du coup, c'était plus se rendre à Budapest, évidemment, c'était trop risqué. Cette fois, elle souhaite atteindre les États-Unis, et plus précisément Hollywood. Et lors de son escale à Londres, par un heureux hasard, elle rencontre Louis Mayer, à la tête des studios MGM. C'est à ses côtés qu'elle débute sa nouvelle vie américaine. Elle débarque à Hollywood en octobre 1937. La nuit est belle avec toi, mon amour. Restons ensemble, tous les deux pour toujours. Je t'aime et t'aimerai à chaque instant de ma vie. Je sais très bien à mon cœur que ce n'est pas une folie. How I desire love, la 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 la. I never tire of this wanting more and more. And so I long for the day when you will say, who will be loving me forever, and just a moment more avec toi, mon amour. Avec toi, mon amour, dansez-moi près de toi, en murmurant
Garçon, you got the wrong table. I ordered duck. Avec toi, mon amour. For just Jusqu'ici, elle n'avait pas opté pour un pseudonyme d'actrice, vous l'avez remarqué, et elle avait gardé son nom de naissance, mais une fois arrivée sur le sol américain, il semble temps pour elle de changer tout ça. Et une des raisons, c'est que Kissler paraît un peu trop allemand, au moment où l'Allemagne vient quand même de tomber un peu dans le, si je puis dire, dans le discrédit le plus total au niveau du monde entier, bien sûr. Vous avez compris pourquoi, c'est la guerre qui va presque arriver. Margaret Meyer, l'épouse de Louis, donc, a trouvé pour elle son nom de scène. Eddie Kissler n'était pas bonne pour les chapiteaux de théâtre. Ça n'était pas un nom facile à prononcer. Un soir au dîner, Madame Meyer nous annonça « J'ai pensé à un nom pour vous, Eddie. Et Eddie Lamar. » Et Eddie Lamar est devenu mon nouveau nom. En réalité, le nom Lamar n'est pas sorti de nulle part. Il est tiré de celui d'une des plus célèbres stars de cinéma hollywoodien. C'est ça qui est dingue. L'une des plus belles filles d'Hollywood qui malheureusement vient de mourir. Elle s'appelait Barbara Lamar. La mort de Barbara Lamar est plus que la tragédie d'une belle femme morte très jeune. En fait, c'était une des actrices favorites de Meyer. Il l'avait présentée déjà à l'époque comme la plus belle fille du monde. Elle était malheureusement héroïnomane et elle est morte de tuberculose et de néphrite à 29 ans à peine. Et malgré son origine un peu morbide, on peut le dire, Eddie va adopter le changement de nom. C'est la dernière pièce du puzzle de sa nouvelle identité qui marque la transformation d'actrice autrichienne en starlette hollywoodienne. Après son arrivée donc à Hollywood, elle passe les 6 mois suivants à apprendre l'anglais, à perdre du poids et à tuer le temps. Meyer n'avait aucun rôle particulier en tête pour l'actrice de 22 ans, hormis des rôles dans quelques films d'auteur, comme un remake de Pepe le Moco. Malgré tous ses efforts, la vie hollywoodienne ne la transcende pas vraiment. La période ne s'y prête pas non plus, vous allez me dire. La guerre est là, elle s'ennuie, le cinéma ne l'anime plus autant, elle rêve de science, elle rêve de découverte. Et pour être totalement franc, elle en a assez de jouer la sempiternelle femme belle, naïve dans des films à gros budget. Un autre projet en réalité est en train de l'exalter. Désormais, elle veut aider à combattre les Allemands et elle décide de mettre ses talents secrets au service de l'armée américaine. C'est un tournant décisif dans sa vie, davantage connue pour ses scènes sulfureuses au cinéma et sa grande beauté. Qu'est-ce qu'une actrice pourrait apporter à l'armée, vous allez me dire ? Alors, on le sait, je vous l'ai dit au départ, elle est passionnée de science et de technique depuis son enfance. Chaque jour, en réalité, elle passe des heures à bricoler des objets insolites, à distribuer un distributeur à moutarde, un collier canin fluorescent, des pastilles de cola effervescentes. Tout ça est déjà né de son imagination débordante. Voilà donc pourquoi Eddie ne va pas à de joyeuses soirées de détente auxquelles tout Hollywood ne l'inviterait que trop volontiers, pourquoi son salon est rempli à la fois de livres illisibles et de planches à dessin qui semblent toujours en usage. Pourquoi apparemment elle n'a pas le temps pour personne, sauf pour quelque chose d'ultra mystérieux à propos duquel aucun chroniqueur d'Hollywood n'a osé même deviner. Croyez-le ou non, Eddie Lamar reste à la maison les nuits et invente « J'y crois parce que je sais », écrit George Antheil dans ses mémoires. Justement, sa rencontre avec George Antheil, le compositeur, est décisive pour cette nouvelle ambition. Toujours dans ses mémoires, il raconte leur première rencontre, on est en août 1940, pendant une soirée. Nous avons commencé à parler de la guerre qui, à la fin de l'été 40, semblait extrêmement noire. Eddie a dit qu'elle ne se sentait pas très à l'aise assise là à Hollywood et gagnant beaucoup d'argent quand le monde était dans un tel état. Elle a dit qu'elle en savait beaucoup sur les nouvelles munitions et les diverses armes secrètes et qu'elle songeait sérieusement à quitter MGM et à aller à Washington pour offrir ses services au nouveau conseil des inventeurs. Cet inventeur musicien s'est rendu célèbre avec son ballet mécanique qu'il a créé en 1924. Ce ballet, c'est une musique écrite pour 16 pianos. L'idée, c'est de synchroniser ces pianos et d'organiser des sauts de notes. Pour réussir, Antheil inscrivait sur des rouleaux de papier à musique miniature un système de cryptage que personne ne pourrait décoder. Eddie n'a jamais précisé en détail quelles avancées technologiques allemandes elle entendait raconter en fait au cours des déjeuners et des dîners dans les manoirs Mandel. Vous vous souvenez que je vous disais qu'elle accompagnait son mari à des dîners et qu'elle recevait du monde à la maison, mais elle en entendait beaucoup, il y avait beaucoup à entendre.
Elle se rappelle l'espionnage fortuit finalement qu'elle menait autour de la table de Mandel en écoutant des experts autrichiens et allemands discuter de leurs projets d'armement et de leurs problématiques. Et c'est en découvrant cette invention, l'invention donc du piano là, qu'Eddie va avoir l'idée d'appliquer ce principe de cryptage à l'armement américain. À partir de ce qu'elle avait appris en assistant aux discussions de Mandel sur son commerce d'armes, elle a combiné les deux pour réfléchir à un moyen d'améliorer les techniques d'armement américain. Il faut savoir que les travaux de la marine allemande sur le contrôle des torpilles avaient commencé en 1935, suffisamment tôt pour que Eddie en ait du coup entendu parler. Elle se souvient bien des discussions sur les torpilles sous-marines et aériennes. Le génie du développement des torpilles allemandes à cette époque était dû à un ingénieur en mécanique du nord de l'Allemagne qui s'appelait Helmut Walter. Né avec le siècle, formé à l'Institut technique d'Hambourg, Walter s'intéresse particulièrement à la propulsion sous-marine, limitée par le problème de l'approvisionnement en oxygène sous-marin. Je vous donne rapidement quelques notions techniques brèves. Le sous-marin standard, qui est utilisé tout au long de la Seconde Guerre mondiale, comporte des moteurs diesel pour les opérations de surface, où il peut puiser l'air de l'extérieur du navire. Sous l'eau, c'est une toute autre chose parce que il n'a évidemment pas d'alimentation en air, et il doit passer à des moteurs électriques alimentés par batterie, ce qui limite sa vitesse et le temps qu'il peut rester immergé avant de devoir recharger ses batteries. Mieux même, ou pire si vous voulez, la radiocommande des torpilles sous-marines est très difficile parce que les signaux radio ne se déplacent pas très loin dans l'eau de mer. C'est pourquoi la plupart des spécialistes allemands préféraient le guidage par fil. Et oui, ça paraît dingue, on voit pas ça dans les films, sauf qu'il faut le savoir. Une fois lancée, la torpille libérait un mince fil, isolé évidemment, derrière elle, qui la reliait donc électriquement au sous-marin, et un contrôleur qui guidait sa trajectoire, donc qui pouvait la faire aller à droite et à gauche, etc. Mais les bombes anti-navires planantes en cours de développement sont quant à elles radiocommandées. Parce que dans l'air, c'est plus facile. L'idée d'Eddie Lamar et de George Antheil, c'est de créer un système de cryptage des communications qui serait applicable aux torpilles qui, à l'époque, étaient très souvent détournées par les armées ennemies. Je m'explique pour faire plus simple. En gros, vous supprimez le câble dont je parlais tout à l'heure. Vous le supprimez, donc on continue les ondes radio, mais malheureusement, ces ondes radio peuvent être captées par l'ennemi. Ce qui peut donc détourner la torpille. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y a pas de radar comme on en connaît aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Donc en fait, il faut trouver un système, et ils ont l'idée, Lamar et Antheil, de trouver un système de cryptage des communications donc, entre le sous-marin et la torpille, ou entre l'avion et la torpille qui vient des airs, bien entendu. J'espère que vous avez compris. Donc ce système est appelé étalement de spectre par évasion de fréquence, basé sur un émetteur-récepteur, permettant à la torpille donc de changer de transmission, comme je vous le disais, pour ne pas être détectée. Ce serait une avancée technique majeure pour l'armée américaine. La théorie originale d'Eddie, c'est la suivante. Je vais prendre ces mots, si un émetteur et un récepteur radio sont synchronisés pour changer simultanément leur accord, comme le faisait George Antheil avec ses pianos, sautant ensemble aléatoirement d'une fréquence à l'autre, alors le signal radio passant entre eux ne peut être brouillé. Dans un système de radiocommunication qui comprend un émetteur radio accordable sur plusieurs fréquences et un récepteur radio lui aussi accordable sur plusieurs fréquences, eh bien la méthode de communication secrète entre les stations consiste à changer simultanément l'accord de l'émetteur et surtout simultanément, c'est important, l'accord de l'émetteur et du récepteur selon un schéma arbitraire, et c'est ça qui est important aussi pour ne pas décrypter, et non récurrent. Elle appelle cette idée « hopping of frequency », c'est-à-dire le saut de fréquence. La théorie développée par Eddie, c'est donc autour de George. Elle a la théorie et à lui de la mettre en pratique, et ensemble, ils vont travailler sur l'invention de l'automne au début de l'hiver 1940. Le problème fondamental il faut savoir qu'à cette époque-là, bien sûr, l'armée américaine n'est pas en guerre. Enfin, les États-Unis ne sont pas en guerre. Le problème fondamental de la transmission d'un signal de commande de saut de fréquence entre un navire ou un avion et une torpille consiste à synchroniser, donc vous avez compris, l'émetteur et le récepteur pour qu'ils puissent sauter ensemble d'une fréquence à l'autre. Bon. Dans la première version de leur invention, celle qu'ils présentent au Conseil national des inventeurs, on est en décembre 40, ils décrivent un système qui s'appuie sur des opérateurs humains pour coordonner la signalisation que le navire lanceur de torpilles commanderait.
D'abord, le navire déterminerait le temps maximal nécessaire à sa torpille pour se rendre du navire à la cible. Ensuite, il ajouterait un certain temps supplémentaire pour tenir compte des courants et des manœuvres de torpille et de cible. Ensuite, le navire contacterait l'avion d'observation et les deux vérifieraient le temps total et s'entendraient à ce sujet. Au même moment, l'Allemagne travaille sur une torpille de proximité, soutenant la possibilité qu'Eddy ait entendu justement parler de tout ça pendant ces années avec Mendel. Il faut savoir qu'en novembre 1939, un physicien allemand anti-nazi, Hans Meyer, a transmis au service secret britannique des informations sur les armes secrètes allemandes, y compris justement la torpille de proximité. D'après lui, elle ne fonctionne qu'avec une version primitive de radar. Souvent, c'est comme ça, la guerre se joue sur les progrès techniques et elle va utiliser sa célébrité pour approcher la défense américaine. Elle propose à Washington de faire un compte-rendu sur les travaux de développement d'armes des instituts d'ingénierie autrichiens et allemands. Elle peut leur faire des notes. C'est une façon pour elle d'aider l'effort de guerre des Alliés qui est en train d'arriver. Elle propose également de travailler sur ses propres inventions pour aider les Américains. Elle a d'ailleurs, en effet, plusieurs inventions d'armes en tête. Alors c'est vrai, en 1940, l'Amérique n'est pas en guerre, mais elle est en train de se préparer, tout le monde le sait, puisque l'effort industriel est très important au niveau des avions, des bateaux, etc. En 1941, les deux complices vont confier leur brevet à la Navy, qui, comme on peut le présager, leur rit au nez. Un musicien et une vedette de film, franchement, inventeur de génie, ça n'a pas de sens. Sauf qu'il existe désormais un brevet général et fondamental pour un système de radio à saut de fréquence. Et l'US Navy, qui n'a trouvé aucune utilité immédiate, l'a classée secrète, sans mention des noms d'Eddie Kissler et George Antil. Alors, c'est une grande désillusion, évidemment, pour eux, pour les deux inventeurs qui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour aider l'armée américaine. Les technologies à spectre et à spectre étendu sont sorties du secret gouvernemental en 1976 avec la publication du manuel de l'ingénieur en électricité Robert Dixon Speed. Ce manuel est le premier examen complet et non classifié de la technologie. Et grâce à ça, la recherche des technologies sans fil s'est développée et s'est ouverte aux applications commerciales. La commercialisation a été encouragée par l'économiste Carter Kahn, connu pour avoir déréglementé l'industrie du transport aérien aux États-Unis. Cette technologie, trop longtemps restée dans les tiroirs du gouvernement à prendre la poussière, a eu un impact beaucoup plus grand que n'importe lequel de ses défenseurs aurait pu l'imaginer à l'époque. Le génie de l'actrice Hedy Lamarr a révolutionné les technologies contemporaines. Elle a permis le développement du Wi-Fi, du Bluetooth, de la majorité des téléphones sans fil actuellement vendus dans le monde. Le système mondial de localisation, GPS, le Global Positioning System, utilise aussi le spectre de fréquence. Pareil pour le réseau de communication par satellite de l'armée américaine qui vaut aujourd'hui plus de 41 milliards de dollars, tout comme les caisses enregistreuses sans fil, les lecteurs de code barre, les tablettes de menus, vous avez des restaurants, les systèmes de commande à domicile, etc., etc. Une étude a été réalisée pour Microsoft en 2009 et elle a estimé la valeur économique minimale du Wi-Fi dans les foyers, les hôpitaux, les magasins de vêtements aux États-Unis entre 16 et 37 milliards de dollars par an. Et bien entendu, ni Hedy Lamarr ni George Antil n'ont touché un seul centime de leur invention. Elle va suivre évidemment Hedy ses développements. Parfois, c'est vrai, elle se sent amère de ne pas être reconnue comme pionnière de l'électronique. Elle a conscience d'être à l'origine de toutes ces avancées technologiques. En plus, elle les comprend. En 1990, à l'âge de 75 ans, elle raconte à un journaliste du magazine Forbes ce qu'elle ressent à ce moment-là. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de reconnaissance quand ce que j'ai fait est utilisé partout dans le monde.
Le journaliste a noté qu'elle avait été 6 fois divorcée et vit maintenant à Miami avec une pension de la Screen Actors Guild, soit une somme misérable pour ce qu'elle avait accompli. Elle ne peut s'empêcher de penser qu'elle a été lésée. Jamais de lettres, jamais de remerciements, jamais d'argent, je ne sais pas. Je suppose qu'ils prennent et qu'ils oublient les gens. Un homme, pourtant, n'a jamais oublié Eddie. Il s'appelle Dave Hughes, c'est un colonel de l'armée américaine à la retraite, tombé amoureux d'Eddie Lamar à l'âge de 13 ans, et il a décidé d'offrir à l'actrice de son adolescence la reconnaissance qu'elle méritait. Son but à lui, c'est de convaincre l'Electronic Frontier Foundation de lui décerner le Pioneer Award, même prix qu'il avait reçu lui en 1993 pour son invention pionnière du spectre de propagation par saut de fréquence. C'est avec succès qu'il va réussir à convaincre la fondation. La cérémonie a eu lieu le soir du 12 mars 1997 lors d'une conférence de l'Electronic Frontier Foundation près de San Francisco. Récipiendaire du 6e prix annuel du pionnier, Eddie Lamar s'exprime brièvement à travers un enregistrement que son fils a fait. Je cite « En reconnaissance de votre honneur, dit-elle simplement, j'espère que vous vous sentez aussi bien que moi. Oui, et ce n'a pas été fait en vain, je vous remercie. » Dave Hughes, toujours débrouillard, avait aussi apporté un enregistreur et enregistré le message d'Eddie. Il se souvient qu'elle semblait toujours aussi jeune sur l'enregistrement malgré ses 82 ans. Parce que oui, elle a attendu ses 82 ans avant d'avoir la reconnaissance qu'elle méritait. Après la cérémonie, Eddie a continué de recevoir des honneurs après le prix de pionnier de l'Electronic Frontier Foundation. Donc, l'association autrichienne des titulaires de brevets et des inventeurs lui décerne la médaille Victor Kaplan en 1998. Et une exposition en son honneur a fait une tournée en Autriche en 1999. Eddie Lamar va finir sa vie dans un relatif anonymat et dans la pauvreté après avoir dilapidé sa fortune. Au total, elle s'est mariée 6 fois, a eu 3 enfants. Elle a mené une vie unique et intrigante. Malgré sa célébrité à l'écran et l'héritage spectaculaire, vous avez compris, que son invention a laissé au monde des communications sans fil, elle meurt tranquillement le 19 janvier 2000, c'était il n'y a pas si longtemps. Son dernier souhait était de fêter le nouveau millénaire, et ça aussi, elle y est parvenue. Voilà, bibliographie que en anglais, mesdames, messieurs, parce qu'il n'y a rien en français d'intéressant, d'intelligent. Donc voici 4 livres de Richard Rhodes, Eddie's Folly, The Life and Breakthrough Inventions of Eddie Lamar, pardon pour l'accent, de Ruth Barton, Eddie Lamar, The Most Beautiful Woman in Film, Asta Pellinen Van Berg, Woman in Radio Science, et enfin Stephen Michael Shearer, Beautiful, The Life of Eddie Lamar. Après, en français, vous avez beaucoup de petites choses qui vous disent que cette femme était belle, qu'elle était formidable, qu'elle avait inventé le Wi-Fi, etc. Ça fait 30 pages, mais pas suffisant évidemment pour nous. Donc, si vous parlez anglais, allez-y. Sinon, écoutez, vous réécoutez l'émission plusieurs fois et puis vous relisez le texte de cette émission. On va passer aux news. Je vais d'ailleurs faire un petit écart sur les news traditionnelles. Vous allez voir. Alors, je vous disais, je vais déroger un petit peu à la règle. Là, on ne va pas parler de news, histoire, d'actualité, parce qu'il faut arrêter de dire news, d'actualité, histoire, de découverte ou quoi que ce soit. Je vais plutôt vous conseiller un endroit où il faut absolument vous rendre si vous avez envie de passer du côté de Paris. Peut-être que ça va bouger, j'en sais rien. Ça s'appelle Éternel Notre-Dame. Alors, vous avez peut-être, si vous êtes parisien, vous avez peut-être vu la pub de ça dans un métro ou sur un cul de bus, comme on dit vulgairement. C'est quoi Éternel Notre-Dame ? En gros, c'est une véritable expérience dans laquelle vous allez être plongé pendant 45 minutes avec un masque, avec un sac à dos qui contient un ordinateur. Que vous soyez seul ou que vous soyez à plusieurs, c'est ça qui est extraordinaire, qui est intéressant. Vous allez bouger dans un immense hall de 500 mètres carrés. Alors vous ne vous rendez pas compte que c'est 500 mètres carrés parce qu'à partir du moment où l'aventure commence, vous allez vous trouver il y a 850 ans, au moment de la construction de Notre-Dame, et vous allez suivre une histoire merveilleuse. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme. C'est un moment extraordinaire. Vous savez que j'adore ce mot, je l'ai déjà employé tout à l'heure. Un moment extraordinaire, hors du temps, hors de tout. Un moment même où votre cerveau va complètement être bluffé. C'est-à-dire que quand il va y avoir des endroits où se baisser parce que vous allez passer sous une voûte alors qu'en réalité, il n'y a absolument rien. C'est
complètement vide, le hangar, mais tout est reconstruit en 3D. Vous allez vous baisser parce que vous n'allez pas avoir le choix. Votre cerveau va croire qu'il y a quelque chose. Quand il va falloir monter une marche ou descendre des marches, alors qu'il n'y a pas de marche en réalité, bien vous allez faire le geste, vous allez hésiter. Ça, c'est vraiment extrêmement bluffant. Moi qui ai le vertige, vous allez monter dans les tours, vous allez monter jusque dans les tours, il y a un guide, etc., qui vous raconte l'histoire, et vous allez avoir le vertige. Et j'ai le vertige, et ça a été terrible, et j'ai retiré même le masque pour me persuader qu'on ne bougeait pas. Je suis désolé de vous spoiler la chose, mais c'est merveilleux, et même quand on le sait, parce que certains me suivent depuis très longtemps, et vous savez que j'ai eu le projet de faire ça il y a quelques années, mais la technologie n'était pas prête. Pendant 45 minutes, vous allez faire ce voyage temporel de 850 ans. Vous allez visiter Notre-Dame de sa construction à aujourd'hui, avec des références forcément à l'incendie, bien sûr, avec une langue française merveilleuse, remarquablement écrite, empreinte d'énormément de poésie, et j'avais vraiment très envie de vous en parler. Ça a commencé le 15 janvier 2022, ça va se finir fin 2022, donc allez-y, profitez-en, vous avez plus de 6 mois encore pour le faire, vous avez les grandes vacances. Si vraiment vous avez l'occasion de venir à Paris, ne manquez pas ce moment. Alors ça coûte un peu cher, ça coûte 30 € par personne. Alors c'est vrai que c'est un peu cher, il y a je crois 30% qui est reversé pour l'aide à la reconstruction de Notre-Dame, donc c'est pas rien. Si vous arrivez à 5 personnes, il n'y a aucun problème, vous ne vous perdez pas puisque vous avez les noms des personnes au-dessus. Vous voyez en fait les autres personnes à travers votre casque de façon fantomatique, et vous avez le nom des personnes avec qui vous êtes. C'est remarquablement fait, il n'y a pas une erreur, il n'y a pas une faute, il n'y a pas un détail qui ne manque. Vous pouvez vous approcher des décors et vous bougez, vous bougez complètement, vous n'êtes pas assis, donc votre cerveau n'est pas, vous n'êtes pas malade après 45 minutes, c'est ça qui est très important. Même si vous avez des lunettes, ça ne change rien puisque les lunettes sont faites les lunettes 3D donc sont faites pour des gens également qui ont des lunettes comme moi. Comment vous dire d'autre, c'est magique, c'est merveilleux, c'est plein de poésie. Vous allez visiter la forêt, comme on dit. Vous savez, tout le bois qui a été construit, qui a été mis pour la charpente et qui est en train d'être refait intégralement. On vous explique comment, on vous explique pourquoi. Vous voyez les personnages, vous croisez les personnages qui sont venus dans Notre-Dame. C'est vraiment magique, c'est merveilleux. Alors évidemment, comme je dis toujours, la magie se perd immédiatement que vous reprenez le RER parce que c'est le bordel et que là, désolé, mais c'est mal fléché, on se perd pour revenir à Paris, on se perd pour trouver l'endroit. Donc c'est sur l'esplanade de la Grande Arche de la Défense, donc pas forcément facile d'accès. C'est facile quand on connaît, quand on a le pot de tomber dessus, mais c'est mal fléché comme d'habitude. Malheureusement, ça, on a encore un peu de mal à le faire. Sinon, il n'y a vraiment aucune erreur. C'est remarquable, c'est parfait. Les personnages sont bien, les voix sont belles, parce que donc les personnages sont en 3D. Mais les voix sont des voix de doubleurs professionnels, de comédiens qu'on entend ici ou là dans des séries ou dans des films. Donc on est vraiment plongé dedans, on y croit. On va croiser Viollet-le-Duc dans un moment très poétique. On va croiser l'évêque de Notre-Dame au début. La fin est magnifique. Moi, je suis très bon public, donc on a presque les larmes aux yeux sur la fin. C'est merveilleux, ça a été remarquablement fait. Pour tout vous dire, j'avais tellement envie de vous en parler, donc voilà, j'ai vraiment dérogé à la règle sur les actualités parce qu'il faut vraiment y aller, et j'ai très envie d'essayer de trouver la personne à interviewer. Donc je voudrais faire une émission, nous allons faire une émission sur Notre-Dame, on avait déjà fait une émission sur les cathédrales, mais on va faire ça sur Notre-Dame spécifiquement, vraiment. Notre-Dame et Paris médiéval, et puis je vais essayer de vous emmener. Alors en 3D ça rendra rien en live, donc ce serait idiot de le faire, mais en tout cas la personne viendra au micro et nous racontera comment ça a été fait, et j'espère que ça vous donnera envie d'y aller. Vraiment, allez-y. Donc ça s'appelle encore une fois Éternel Notre-Dame. Vous allez voir la fabrication des vitraux, la charpente, vous allez voir l'orgue. Jamais on visite l'orgue, c'est rarissime, mais là vous êtes juste en dessous. On est sur la construction du parvis, on a l'explication
de l'entrée de Notre-Dame, au-dessus du portail, pardon, j'en perds les mots. Donc il y a de tout. Il y a la foi, évidemment, la foi chrétienne est très présente, mais c'est pas, on vous oblige pas à croire, évidemment. Hein, il n'y a pas du tout de prosélytisme en quoi que ce soit, mais on peut quand même pas retirer ça. Et j'avais peur justement de ce côté très froid, de ce côté oh là là, on est en France, donc surtout pas parler de religion, surtout pas celle-là en tout cas, etc. Mais pas du tout. Justement, c'est pas froid. C'est très bien fait quand vous êtes dans la rue. Si vous regardez bien, il y a des tas de petits détails. Vous voyez les rats qui passent et tout. Quand il y a la pluie qui tombe, c'est merveilleux, c'est somptueux. Il faut vraiment... Voilà, vous ne pouvez pas continuer de vivre, je crois, quand vous êtes... en tout cas, quand vous êtes en métropole. Donc, en passant par Paris, il faut vraiment y aller. Pour ceux qui sont à l'étranger, essayer des expériences comme ça. J'imagine que cette éternelle Notre-Dame va bouger dans le monde entier parce que réellement, ça le mérite. Il faut trouver des espaces de 500 mètres carrés, bien sûr. Mais franchement, voilà, il n'y a rien à dire. Pour une fois, il n'y a rien à dire. Et pourtant, vous me connaissez, hein, je suis très dur sur ce genre de choses. En général, en France, on ne sait pas faire. Donc, il y a soit un truc qui ne marche pas, soit l'accueil est nul, soit le système est mal fonctionnel, etc. Non, là, il n'y a rien à dire, c'est absolument parfait. Voilà, donc quoi vous dire d'autre ? Allez-y, donc ça, c'est sur le parvis de la Défense depuis le 15 janvier. Le site officiel, c'est éternelnotredame.com. Il faut réserver, hein, c'est idéal, n'y allez pas comme ça le nez au vent. Notre-Dame est déjà sublime, est déjà magique, ça donne envie d'y aller, ça donne envie d'aller voir le film, je ne l'ai pas vu, ça donne envie de voir le film de Jean-Jacques Hano, là, sur Notre-Dame en feu, de voir les dégâts que ça a pu occasionner et de voir tout ce qu'on a perdu et tout ce qu'on est en train de refaire. Savoir que c'est refait d'ailleurs à l'identique, ben ça laisse rêveur d'imaginer tous ces immenses artisans d'art qui travaillent à Notre-Dame comme exactement travaillaient ceux d'il y a 850 ans. Bah voilà, j'avais envie de vous en parler, j'avais très envie, j'espère vous avoir fait passer le plaisir que j'ai eu à faire cette expérience pendant, donc ça dure 45 minutes, mais vraiment on s'ennuie pas une seconde, pas une fois on se dit oh là là c'est long, c'est toute l'histoire de la cathédrale, c'est les secrets architecturaux du monument, etc. Tout ça a été remarquablement refait, voilà, quoi vous dire d'autre, bah forcément foncez, tout simplement foncez, merci à tous. On se retrouve dans une semaine. Salut.